Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous en direct. Quelques soucis techniques ce matin à Sud Radio, donc ne vous inquiétez pas, quelques petits bugs. Les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Nous allons commenter l'actualité, toujours évidemment comme chaque jour, avec aujourd'hui Pascal Bataille. Bonjour Pascal, animateur, producteur, chef d'entreprise. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et je rappelle votre dernier livre, Aux portes du pouvoir RN, une inéluctable victoire avec un point d'interrogation, chez Michel Lafon et Éric Tegner, journaliste, président de Livre Noir. Bonjour à vous. Bonjour Valérie, Livre Noir de la radio aussi. Oui, merci. Livre Noir qui est toujours en kiosque avec cette enquête à lire, cette infiltration que vous avez fait dans les réseaux, qu'une de vos journalistes a fait dans les réseaux d'extrême gauche. Les européennes, dernier jour de campagne. Emmanuel Macron annonce donc l'envoi de Mirage 2000 en Ukraine. La guerre sans le dire, la guerre en la faisant tout en ne le disant pas. Zelensky devant l'Assemblée nationale. L'Europe n'est plus un continent de paix. Et 92% des Juifs de France pensent que LFI contribue à la montée de l'antisémitisme. Et on reviendra peut-être sur cette phrase également d'Emmanuel Macron hier dans son interview qui parlait d'une montée inexplicable de l'antisémitisme. Commençons avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, Arnaud. Je vais faire un coup de cœur, c'est de l'autopromotion. Pour vous, voilà. Je vais me le faire. Mais c'est bien. C'est le prochain numéro de la revue. Enfin, c'est pas le prochain, c'est le dernier numéro, mais c'est un numéro hors série. En fait, on a deux numéros qui sortent en même temps. On a un numéro régulier qui est sur l'information en temps de guerre, qui vient d'être publié il y a 15 jours. Et puis on a un numéro hors série là sur l'Afrique, des indépendances à la souveraineté, qui sort avec donc beaucoup de signatures politiques évidemment africaines, beaucoup d'universitaires aussi, des acteurs de la société civile qui sont intervenus dans ce dossier. Il faut rappeler quand même que l'Afrique, ça sera à peu près, on considère plus d'un quart de la population mondiale en 2050. C'est 60% de la population à moins de 25 ans. C'est un continent dont on sait qu'il est aujourd'hui l'objet de jeux d'influence multiples et variés. C'est un continent qui est évidemment un potentiel de développement extraordinaire par ailleurs, il faut aussi le signaler, mais qui reste aussi l'objet parfois de logiques de prédation qui sont tout autant internes qu'externes. Et donc on essaye un peu de voir aujourd'hui quelle pourrait être l'évolution de l'Afrique, qui quand même, il faut le rappeler aussi, est le continent le plus vaste de la planète géographiquement. Donc un dossier très riche et que je conseille bien évidemment à tous vos auditeurs. Qui s'intéressent à l'Afrique, on peut l'acheter par correspondance aussi. Il suffit de le commander. On le commande sur le site de la revue Politique et Parlementaire. Il n'y a aucun problème pour se le procurer. On a pas mal d'auditeurs en Afrique. Et c'est en partenariat avec l'École des hautes études internationales et politiques. Éric Tegner. Est-ce que je peux en profiter pour vous poser une question à ce sujet? L'Afrique, vous savez, ils nous ont globalement mis dehors ces 2 à 3 dernières années, au profit à la fois des Russes, mais également des Chinois. On a une problématique en France, c'est la première aujourd'hui préoccupation des Français sur cette élection européenne, c'est l'immigration. On voit que d'un côté, on donne beaucoup d'argent à ces pays africains, qui pour autant, et notamment depuis le 7 octobre aussi, ont de plus en plus de rancœur à l'égard de la France, et qui souvent, on en parle au sujet des OQTF, refusent d'être dans une logique de partenariat en acceptant par exemple tous ces étrangers illégaux sur notre territoire qui sont subis par nos OQTF. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir été justement expulsé de l'Afrique n'est pas l'occasion d'acter un divorce complet justement avec les pays africains? De toute façon, on n'a pas assez de marge budgétaire pour rivaliser avec les Chinois et les Russes en termes d'influence financière, et pour pouvoir enfin rétablir un véritable rapport de force avec une politique justement en disant qu'il n'y aura plus de visa, qu'on va pouvoir par exemple saisir les propriétés des dirigeants africains qui sont en France et qui refusent d'accueillir leurs ressortissants. Vous êtes sur quelle ligne? Est-ce que vous pensez qu'il faut... Moi, je pense qu'il y a une hétérogénéité. D'abord, il ne faut pas globaliser l'Afrique. Il y a une hétérogénéité de situation, il y a une hétérogénéité de régime. Si vous voulez, la situation, les rapports de la France avec le Niger, par exemple, ou le Burkina Faso, ne sont pas ceux que l'on peut avoir, par exemple, avec le Bénin, le Togo, voire même le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Donc, je crois qu'il faut éviter de globaliser. Moi, ce que je sais, c'est que la France a une histoire avec l'Afrique. Ça, c'est un point évident. Que, deuxièmement, il faut pas oublier que l'Afrique est pour partie francophone, et donc la francophonie est un outil extraordinaire d'influence de la France, qu'il faille en effet parfois revoir et réviser nos relations avec un certain nombre de pays africains qui nous ont expulsés. Et on a aussi notre responsabilité parfois
nous aussi, même en Afrique, au regard des positions d'un certain nombre de régimes, mais je ne pense pas qu'il faille tourner la page de l'Afrique. Ça serait une erreur pour la France, ça serait une erreur pour le rayonnement de la France, ça serait une erreur évidemment dans nos relations avec la France et l'Afrique. Ce que nous essayons de montrer dans ce numéro, sans être complaisant avec un certain nombre de régimes, c'est que nous devons aujourd'hui vraisemblablement avoir une relation avec l'Afrique qui est peut-être plus égalitaire. C'est-à-dire que c'est vrai que ces dernières années, on l'a vu notamment avec Emmanuel Macron, notamment, entre autres, je veux dire, on a donné l'impression parfois aux Africains de leur dire ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, je pense que de ce point de vue-là, il faut qu'on arrive à avoir vraisemblablement une relation plus harmonieuse. Après, qu'il y ait un certain nombre de problèmes liés à l'immigration, c'est une évidence, bien sûr. Donc, on rappelle que c'est le dernier numéro de la revue politique et parlementaire qu'on peut commander sur votre site avec énormément de collaborations pour ce numéro. Vous me permettrez juste, parce qu'il nous reste peu de temps avant le journal, tout de même de m'interroger sur le niveau de certains députés, en particulier Rachel Keke, qui ce matin s'indigne de voir le drapeau ukrainien sur le pupitre aux côté du drapeau français à l'Assemblée nationale. D'autant plus qu'elle a agité le drapeau palestinien au sein de l'hémicycle. C'est extraordinaire. Elle a été punie, donc elle dit pourquoi moi j'ai pas le droit et qu'eux ils ont le droit. Sauf qu'il y a des règles, il y a des coutumes, il y a le drapeau, on pavoise quand on reçoit un invité et que c'est autorisé dans ces cas-là. Et ça a été expliqué très bien d'ailleurs par Yael Braun-Pivet. Donc toujours rajouter encore de bordel, pardon, j'ai pas d'autres mots et ça me met en colère. Oui, mais c'est intéressant parce que elle dit ça parce qu'il y a une logique de fond. Cette logique de fond qui, par exemple, est véhiculée par la Russie, qui tend à dire pourquoi les pays occidentaux et la France se sont mobilisés pour défendre l'Ukraine, alors qu'aujourd'hui, ils sont du côté d'Israël contre Gaza. Et ça, c'est un discours qui fonctionne très bien en Afrique, dans les pays arabes, qui est véhiculé. Donc, ça veut dire qu'il y a une logique de fond là-dessus qu'il faut comprendre. Et quand Rachel Keke dit ça, ça veut dire qu'elle est dans l'autre bloc. On parle toujours, vous savez, de cette bloc entre les pays du Sud et les pays du Nord. Global. Ce qu'on voit, c'est le Sud global, exactement, que elle, aujourd'hui, elle est justement dans cette logique. Non, mais c'est une débilité absolue. Alex Darmon vient de nous rejoindre, journaliste politique. Votre chaîne YouTube, c'est Les Indécis, et c'est une chaîne de débat politique. Alors, on va continuer. Petit souci toujours à Sud Radio, petit souci technique. Donc, il n'y aura pas de flash, pas de pronostic hippique, mais vous pouvez aller sur le site de Sud Radio. Vous retrouverez les pronostics de Jean-Paul Delperrier. Ce matin, gros bug. Mais tout est en train de rentrer dans l'ordre et vous pouvez nous entendre, ce qui est l'essentiel. Coup de cœur, coup de gueule, Pascal, vous c'est un coup de cœur? Oui, je voulais attirer l'attention de nos auditeurs et de vous tous sur l'opération Éclat de juin. Vous savez, mon engagement auprès de l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, la SLA, autrement appelée maladie de Charcot. Le mois de juin est dédié au niveau international à la maladie de Charcot. Et l'ARSLA a lancé une grande opération qui s'appelle Éclat de juin, qui consiste à essayer de médiatiser au maximum et de sensibiliser au maximum sur à la fois la maladie, le sort des malades et évidemment la nécessité de faire des dons et d'aider cette recherche qui pour l'instant ne l'est pas assez depuis des années et des années. Donc ça se passe par plein d'événements ludiques, conviviaux, à faire entre amis, en famille, etc. un peu partout en France. Il y a notamment la résurgence du fameux Ice Bucket Challenge, vous savez, c'était il y a 10 ans, c'est qui consiste à se jeter un seau d'eau glacée sur la tête et à nominer 3 autres personnes. On l'a rebaptisé Défi Givré cette année et tout un tas de personnalités ont déjà depuis le 1er juin accepté de verser ce seau d'eau qui symbolise la douche froide que prend le patient ou la patiente quand on lui annonce le diagnostic. Et évidemment, il y a plein d'autres choses. Moi, je participe à une course de vélo la semaine prochaine à Annecy, les 24 heures du lac. Enfin voilà, un peu partout en France. Renseignez-vous parce que il y a des événements auxquels il est très facile et encore une fois très sympathique, très agréable de participer. Tout ça pour médiatiser davantage cette maladie. Un petit mot juste pour rendre hommage à notre ami Charles Bietri qui a fait le défi givré hier, qui est atteint de la maladie depuis un peu plus d'1 an et qui a publié sa vidéo ce matin. Je l'ai vu. Voilà. Et donc, si vous ne pouvez pas participer, au moins les dons, c'est tout simple, c'est don.arsla.org, voilà, pour juste participer et aider un peu à la recherche.
C'est une bonne initiative de toute façon, effectivement, d'aider la recherche sur cette maladie abominable. Alex Darmon, vous avez un coup de cœur, vous parliez du drapeau, de Rachel Keke qui a dit qu'elle comprenait pas pourquoi le drapeau ukrainien était affiché. Moi, je vais pas comprendre autre chose à l'Assemblée nationale. Si vous avez vu les images du président Zelensky s'exprimer ce matin. Non, on n'a pas vu. Nous, on était à l'antenne. Les images qu'on voit, les premières images, c'est que la moitié des bancs sont vides. Voilà, à l'extrémité. Extrême droite, extrême gauche, et vous avez pas beaucoup de députés de chacun des partis à être présents. Bon, alors qu'on soit d'accord, pas d'accord avec le président Zelensky, on reçoit quand même, dans le contexte qui est le nôtre, dans cet anniversaire du 80e anniversaire du débarquement, dans cette organisation, j'aurais trouvé ça bien que l'Assemblée soit rassemblée. Encore une fois, qu'on soit d'accord, pas d'accord avec la politique du président de la République qui livre des avions, qui semble vouloir dire vouloir faire la guerre aussi. On reçoit le président Zelensky. Ça aurait été, je pense, plutôt judicieux de voir beaucoup de députés présents. Mais oui, alors il y a un débat autour de la présence de Zelensky, on l'a évoqué hier, que nous, journalistes, observateurs, on ait des réactions et des avis. Après, la représentation nationale, elle est là pour représenter le Parlement français. Surtout que si d'un côté, je suis d'accord, c'est-à-dire que l'image, en fait, elle n'est pas forcément très bonne. Après, c'est la question des responsabilités. Il faut quand même noter qu'il y a une élection européenne ce week-end, que la trêve électorale commence ce soir à minuit, et que le vendredi, en règle générale, c'est le moment où les députés sont en circonscription. C'est classique, Donc on passe notre temps à expliquer qu'il faut que les députés et les politiques soient plus proches justement des Français, etc. Moi je trouve que de la part d'Emmanuel Macron, justement, ça renforce encore cette idée qu'il voulait d'abord peut-être aussi immobiliser ces députés-là à Paris plutôt que sur leur circonscription. Il pouvait rentrer à 14h. C'est lui qui a choisi de faire un coup électoral. Pourquoi il n'a pas attendu plutôt la semaine prochaine ou dans 15 jours? Ça, on ne peut pas reprocher aux députés. Les députés, pardonnez-moi, ils sont d'abord là pour ceux qui les ont élus, justement. Ils ne sont pas là pour M. Zelensky, même s'il faut le soutenir, etc. Donc il ne faut pas s'étonner que le dernier jour d'une campagne électorale pour laquelle on passe notre temps à dire qu'il faut que les Français se mobilisent, pour laquelle il y a une abstention massive, eh bien on reproche aux députés d'être tout simplement auprès des Français. Oui, réaction ? Oui, non, enfin, moi, je partage ce qu'il vient d'être dit. C'est-à-dire que c'est vrai que, bon, d'abord, c'est clair, on le sait très bien, les parlementaires, en général, à partir du jeudi, sont dans leur circonscription. Ensuite, c'est indéniablement, on voit bien quand même on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est qu'Emmanuel Macron se sert de cette fenêtre d'opportunité du 80e anniversaire du débarquement pour ensuite poursuivre sa campagne électorale. Bon, après que les parlementaires soient absents, vous savez, ils sont parfois absents sur des textes aussi très importants et beaucoup plus importants pour l'avenir du pays. Ce qui est parfois, vous verrez les images, c'est plus l'image, c'est d'un côté et de l'autre, au milieu c'est rempli, c'est juste ça. Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'ils vont faire 15% au milieu. Peut-être. Parce qu'ils sont pas proches de leurs électeurs. C'est toujours ce qu'on reproche quand même aux députés Renaissance, c'est de dire qu'il y a un décalage complet. Donc moi, ça me surprend pas qu'ils préfèrent rester à Paris plutôt que dans leur circonscription et qui se contentent aussi d'obéir à Emmanuel Macron qui les siffle en leur disant il va falloir que vous soyez là justement pour les belles images. Oui, Pascal. Non, enfin, c'était à la fois annoncé le fait que les bancs seraient un peu clairsemés parce qu'effectivement, il y avait, comme le rappelle Eric, il y a l'élection et effectivement nécessité pour un certain nombre d'entre eux de faire campagne. On ne peut pas s'empêcher de remarquer que les bancs les plus dégarnis sont ceux des moins européens et ceux des moins favorables au soutien à l'Ukraine. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux facteurs et que Alex a quand même raison de souligner que c'est un peu dommage que sur une cause aussi importante que la défense de l'Europe et de nos frontières européennes, parce que c'est ça que de soutenir l'Ukraine aujourd'hui, le président Macron l'a rappelé hier, eh bien, certains bancs, certains députés ne soient pas là pour se mobiliser. Des belles images hier lors du D-Day, je voulais souligner ça, ce vétéran de 97 ans, je ne sais pas si vous avez vu cette image qui a sauté en parachute pour recréer ce jour. Il y a eu des images vraiment très 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 émouvantes et assez bouleversantes. Il y a eu quelques couacs, celui de Brigitte Macron tentant de prendre la main, je ne sais pas si vous avez vu, de la reine Camilla qui protocolairement, on ne touche pas la reine, donc on voit la main raide de Camilla et
de Brigitte Macron. Et puis il y a cette autre image, alors c'est pas très radiophonique, mais allez sur les réseaux la voir, qui est vraiment très drôle. C'est Joe Biden qui, ma foi, a l'air quand même un peu paumé. Vous avez vu, à un moment il veut s'asseoir, on sait pas. Et à un moment il se tourne, il est debout, il se tourne, et Emmanuel Macron, Brigitte Macron et la femme de Joe Biden se retournent en même temps que lui vers la tribune pour ne pas le laisser tout seul, dos au public. C'est à la fois drôle et tragique parce qu'on voit bien que ce monsieur est un peu fatigué. Ce qui est amusant ou intéressant ou étonnant avec Joe Biden, c'est que quand vous le voyez physiquement, vous vous dites qu'il faisait sans doute partie lui aussi du débarquement en juin 44, et en même temps, je trouve que quand on écoute son discours hier, eh bien, on trouve quelqu'un qui est intellectuellement présent, qui dit des choses fortes, importantes, et voilà. Donc il y a une sorte de décalage entre quand même le discours et le physique. Et le comportement, comportement où il a l'air un peu paumé. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. On va essayer de lancer la pub. On vous dit tout. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. Vous êtes très optimiste, Michel de Rosen. Vous dites oui, la fraternité existe, on l'a tous rencontrée. Si on laisse tous les actes de générosité à l'État, ça donne une société triste, froide, mécanique, bureaucratique, et que quand chacun d'entre nous s'implique dans une association, quand vous rejoignez ainsi une initiative, vous ne le faites pas en obéissant, mais vous vous faites du bien à vous-même aussi. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et toujours avec vous pour débattre et commenter l'actualité avec Pascal Bataille, Alex Zarmon, Arnaud Benedetti et Éric Tegner. Alors Éric Tegner, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule ? C'est un coup de gueule, oui, ça concerne Rima Hassan. Vous savez, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, la 7e sur la liste de la France Insoumise. Elle a souvent été suspectée justement de faire un peu le jeu de l'apologie du terrorisme et du Hamas. Elle essayait toujours un peu de se défaire de cette image, et il s'avère justement qu'elle a été pris la main dans le pot de confiture, malgré tout, pour l'instant quand même un silence assez global des médias. C'était le 10 mai 2024. Rima Hassan justement s'est compromis tout simplement avec des organisations terroristes. Je m'expliquais, c'est quelque chose qui a été mis en valeur justement par le rédacteur en chef de Livre Noir, Jules Laurent, où justement cette candidate de la France Insoumise a participé à une conférence d'ouverture du Forum social maghrébin Maghreb-Macrèche à Tunis. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'elle s'est compromis avec des terroristes ? Parce que par exemple, il y avait le responsable du Hamas pour l'Afrique du Nord qui était présent justement ce soir-là. Ce responsable, il a justement légitimé l'attaque du 7 octobre. Il s'appelle Sami Abou Zouri et il a par exemple déclaré: certains se précipiter vers la normalisation, alors nous avons décidé de secouer la conscience des dirigeants. Il n'y a pas d'autre moyen pour que cette grande bataille, et nous sommes prêts à payer davantage pour Jérusalem. Il y avait également des responsables du djihad islamique qui sont également mobilisés avec le Hamas à ce moment-là. Alors ce qu'il faut noter justement, c'est que Rima Hassan, qui habituellement, vous savez, est la spécialiste sur les réseaux sociaux pour blaguer, pour répondre aussi bien aux articles de Valeurs Actuelles, du JDD, du Figaro, qui peuvent justement l'accuser. Là-dessus, elle a tenu à être extrêmement silencieuse. Elle avait annoncé justement le 7 mai, 3 jours avant cet événement, sa participation, mais le jour même, elle n'a rien diffusé de son discours. Suite justement à ces révélations il y a quelques jours, Gilles William Goldendale avec son association Avocats sans frontières a porté plainte à nouveau pour apologie du terrorisme. Et Rima Hassan justement s'est enfermée dans un véritable silence parce que pour le coup, elle essaye à chaque fois d'avoir malgré tout, quoi qu'on en dise, une position un petit peu équilibrée en ne donnant pas l'impression de soutenir clairement ces organisations terroristes. Et cette fois-ci, elle s'est retrouvée dans ce type de conférence. Donc évidemment, c'est inquiétant. On sait en ce moment, il y a les enquêtes qui ont été diligentées par Gérald Darmanin pour s'interroger par exemple sur l'influence des frères musulmans en Europe. On sait justement quand on écoute Florence Bergeau-Blackler, qui aussi a dénoncé cette participation, qu'au sein du Parlement européen, elle est très importante. Et quand on voit
que la France Insoumise en ce moment se positionne autour des 8%, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir Rima Hassan justement comme député européen. Il faudra quand même se poser ce type de questions. On s'interroge à chaque fois sur les ingérences russes, les ingérences qataries au Parlement européen. C'est la première fois qu'on a une élection européenne où quelqu'un va autant légitimer justement, encore une fois, des cadres du Hamas qui sont responsables du 7 octobre et qui le réclament dans ce type de conférence qui a eu lieu il y a à peine un mois. Oui. Et qui sont le Hamas qui est quand même un mouvement terroriste reconnu par l'Union européenne aussi, parce que pas que par la France. Moi j'ai une question au milieu de tout ça quand même, c'est dimanche il va se passer ce qui va se passer, le résultat qui va tomber, est-ce qu'elle va être élue députée européenne, bon, et après qu'est-ce qui va se passer avec Rima Hassan si elle n'est pas élue? Quelle est sa place dans la vie politique française? Quelle est sa place au sein de la France insoumise? Elle réagit pas beaucoup, mais parce qu'elle choisit les médias à qui elle veut parler, elle choisit les interventions qu'elle veut donner. On a un peu l'impression quand même qu'elle a pris une place hyper importante au sein de la France insoumise, et que ce n'est que le début pour elle au sein de cette gauche-là. Donc, même si dimanche elle est élue, même si elle n'est pas élue, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la stratégie de la France insoumise autour de Rima Hassan, qui semble en avoir fait une icône? Moi, je suis curieux de savoir ce qui va se passer après dimanche. Oui, une stratégie de long terme. C'est une stratégie de long terme qui amène Jean-Luc. Il va y avoir une scission, c'est certain, parce que vous avez des gens au sein de la France insoumise qui ne comprennent pas ce qu'elle fait là. Alors il y a déjà eu des scissions. Il y a eu déjà des départs au sein de la France insoumise. Souvenez-vous, en 2017-2018, toute la ligne qui était la ligne plutôt républicaine, souverainiste, avait quitté la France insoumise, notamment en raison de, ce tournant dans le positionnement de Jean-Luc Mélenchon sur la question de la laïcité, entre autres. Mais vous savez, ça n'a pas forcément handicapé Jean-Luc Mélenchon. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon fait un pari, moi, que je trouve absolument épouvantable, en l'occurrence, c'est-à-dire de miser et de communautariser d'ailleurs toujours plus une forme d'électorat, l'assignant d'ailleurs d'une certaine manière à résidence, l'essentialisant encore plus que tout le monde, mais il considère que c'est cet électorat qui lui permettra à terme, éventuellement, d'accéder au pouvoir. C'est sa stratégie, c'est la stratégie que lui a vendue Coquerel déjà, en lui disant il te manque 300 000 ou 400 000 voix pour finalement franchir le cap du second tour. Donc l'élection européenne, pour lui, n'est qu'une étape, c'est pas une finalité, bien évidemment. Et Madame Rima Hassan, elle est évidemment un formidable levier dans le contexte politique que l'on connaît aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient pour essayer de draguer une partie de cet électorat. Et avec une vraie logique aussi, c'est d'ouvrir encore plus la fenêtre d'Overton de ce côté, c'est-à-dire qu'il y a une banalisation de ce type de propos. Moi, je note que lorsque l'AfD, justement, le parti dit d'extrême droite en Allemagne, a tenu des propos justement tendant à dire que tous les SS ne sont pas condamnables, dans la foulée, Marine Le Pen a annoncé la rupture, l'exclusion du groupe ID de l'AfD, etc. Est-ce qu'il y a le même impact quand on se retrouve avec une Rima Hassan qui s'affiche avec des cadres terroristes? Pas du tout aussi. C'est-à-dire qu'il y a une banalisation non seulement au niveau français, mais au niveau européen, moi qui me surprend. Et donc, en banalisant, ça veut dire que la campagne de 2027 va être dans une surenchère encore plus importante. D'une certaine façon, Mélenchon, moi je le pense, il a le même type de stratégie qu'un Éric Zemmour, c'est-à-dire il veut d'abord gagner la bataille culturelle pour banaliser des idées. Après, la question c'est qui va les porter. Moi je pense que Mélenchon, ça sera lui, mais je pense qu'il y a vraiment une stratégie là-dessus autour de Rima Hassan et qu'elle restera même si elle perd. Pascal, sur Rima Hassan. Sur Rima Hassan, je pense que effectivement, elle est aujourd'hui considérée par une partie de la France insoumise comme une icône. Je pense qu'il y a de la part de Mélenchon une stratégie, comme le disait Arnaud, à long terme. Oui, et en même temps, je voudrais, sans faire de mon Macron de service, je voudrais quand même. Moi, j'écoute beaucoup les gens de LFI, comme j'écoute beaucoup les gens de tous les partis. J'en ai quand même entendu l'immense majorité. De reconnaître le Hamas comme un mouvement terroriste et dénoncer les attentats du 7 octobre comme un événement absolument catastrophique et horrible et atroce. Donc ne faisons pas là non plus de généralisation, de globalisation en disant que tous les membres de LFI sont des soutiens fervents du Hamas, parce que c'est un petit peu le sens, du discours, non? Et de la campagne. La ligne de Mélenchon est quand même ambiguë. Oui, la ligne de Mélenchon, à titre personnel, mais elle n'est pas, vous le savez bien, soutenue par l'ensemble des gens de LFI. Il y a aujourd'hui une difficulté pour certains d'entre eux de s'exprimer, mais je pense qu'il en sera différemment après les élections. Tu voulais pas faire ton Macron de service, mais là c'est vraiment du en même temps quand tu écoutes les gens de LFI. Parce que sur votre antenne d'ailleurs, Adrien Quatennens, qui dit oui, bon c'est terrible et tout, mais c'est pas tombé du ciel ce qui est arrivé le 7 octobre. C'est honteux de tenir des propos comme ça.
en réalité. Et donc, qui a dit ça? Moi, j'ai pas entendu Ruffin dire ça, j'ai pas entendu Aubry dire ça, j'ai pas entendu. On n'entend pas Ruffin. Au contraire, on l'a beaucoup entendu. Moi, je l'ai su très peu. Objectivement. Non, je l'ai encore écouté. Alexis Corbière, qu'on a entendu cette semaine, très tard. Ouais. Très tard, en disant, et d'ailleurs un discours raisonné, Alexis Corbière, en disant qu'on peut avoir de la peine des deux côtés, mais on l'entend très tard. Après, objectivement, dans le reste de la France insoumise, quand on écoute les députés insoumis, on a quand même très peu de sens de la mesure dans ce parti. Donc je pense pas que ça soit l'immense majorité des députés insoumis qui disent que c'est terrible ce qui est arrivé le 7 octobre. Ils ont une stratégie politique. On verra si elle fonctionne dimanche. Non, mais ne serait-ce que par la place donnée à Rima Hassan. Qui elle a un discours qui est très clair sur le sujet et qui n'a jamais et qui est qui est très clair sur le Hamas. Et je note aussi que c'est l'occasion pour certains députés qui étaient inconnus jusqu'à aujourd'hui de se faire connaître, comme celui qui a brandi le drapeau palestinien, comme Ercilia Soudeh, etc. Ils étaient quand même beaucoup moins connus. C'est-à-dire qu'ils le voient aussi comme une fenêtre d'opportunité pour accentuer leur audimat, justement. Parlons donc peut-être de l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir aux 20h de TF1 et de France 2, avec l'annonce de l'envoi de Mirage 2000 en Ukraine. C'est une question qui fait évidemment beaucoup réagir, puisqu'on dit qu'on ne fait pas la guerre, mais en même temps on envoie des instructeurs, on va envoyer des Mirages. Arnaud Benedetti. J'espère que le Parlement surtout sera consulté, parce qu'à partir du moment où il y a un engagement de force... c'est dit en même temps, on vous dit non, il n'y a pas... Si, en principe, il y a un article de la Constitution, l'article 35 de la Constitution. Oui, mais on vous dit on s'engage pas. Quand vous envoyez des Mirages et quand vous avez des instructeurs, je ne sais pas combien d'instructeurs, d'ailleurs on ne sait pas trop, ces instructeurs seront-ils sur le terrain, ces instructeurs recevront-ils des militaires ukrainiens en France? Ce qui est sûr, c'est que manifestement, l'agresseur russe considérera, selon toute vraisemblance, que de toute façon, on est co-belligérant. Ça, c'est une réalité. Il faut pas s'attendre, à autre chose. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, si vous voulez, moi, c'est toujours l'extrême personnalisation, d'ailleurs, du pouvoir en France. Mais là, avec Emmanuel Macron, je trouve qu'on franchit un cap supplémentaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fait des annonces, mais moi, je l'ai pas entendu nous dire, et c'est quand même un peu embêtant, dans une démocratie parlementaire, que le Parlement serait saisi de ce sujet. Ça me paraît absolument essentiel, en l'occurrence, déjà. Ensuite, force est de constater que quand même, dans ces derniers hectomètres précédant le scrutin du 9 juin, il joue un jeu qu'il a déjà joué, en l'occurrence en 2022, mais c'était un autre contexte. Il s'agit de mobiliser son socle électoral autour de la défense de l'Europe et de dénoncer par ailleurs ceux qui en France sont ou seraient en tout cas soit complices, soit laxistes vis-à-vis de la Russie. Il y a quand même cela dans l'intervention d'Emmanuel Macron, encore une fois, à 48 heures du scrutin. Ouais. Et donc, mais je suis pas sûr que c'est un effet, que c'est un effet. Alors ça peut peut-être mobiliser une partie de son électorat, encore une fois, dans les dernières heures, mais j'en suis pas du tout convaincu. Oui, il a annoncé également une brigade, la formation d'une brigade de 4500 soldats équipés et armés. Alors on nous dit que c'est une annonce qui est plus symbolique qu'autre chose, puisque l'Ukraine a besoin... La formation de cette brigade. C'est pas symbolique, 4500. C'est un chiffre. Oui, mais le symbolique par rapport aux besoins de l'Ukraine, qui a besoin de centaines de milliers de soldats, c'est ça. Et donc la formation ne se fera pas en Ukraine. Non, 6 mois, une durée de 6 mois pour former ces gens-là, si on a bien compris. Non, mais en fait, si vous mettez du point de vue de Vladimir Poutine, c'est une entrée en... Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, Valérie, si vous mettez du point de vue d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous pensez de la situation en ce moment entre la Russie et l'Ukraine? Quand vous voyez ces affiches en Russie qui disent aux Français de ne pas se tromper, qu'ils ont déjà fait une erreur pendant les 2 précédentes guerres mondiales. C'est quand même ces affiches-là qui sont affichées à Moscou, en plein Moscou, près de l'ambassade, du consulat, je crois, de France à Moscou. Moi je veux bien qu'on fasse semblant, qu'on se cache tous les yeux, qu'on se dise c'est pas grave, c'est pas notre guerre, c'est pas. Mais il y a quand même une situation qui est
très dangereuse et très mouvante en ce moment entre la Russie et la France. Oui, mais parce que de quoi on parle exactement? Enfin, on parle d'un président de la République, et Dieu sait que je suis pas un de ses fervents soutiens, qui est dans son rôle. Il n'est pas propriétaire du calendrier, il ne le décide pas. Le calendrier fait qu'il y a la commémoration il y a quelques jours, ces jours-ci du débarquement, premièrement, qui est symboliquement extrêmement fort par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Il se passe aussi qu'il y a les élections européennes dimanche qui symboliquement sont très importantes par rapport à ce qu'il se passe aujourd'hui en Europe. Est-ce que ce n'est pas le rôle du président de la République que de montrer et d'appuyer clairement du doigt sur les enjeux qui aujourd'hui sont à nos frontières. Et par ailleurs, pour ce qui est de l'envoi, je souscris à ce qu'a dit Arnaud, l'envoi des avions, enfin la vente des avions, en l'occurrence sur la forme, je suis d'accord avec vous, il faudrait consulter le Parlement, bien entendu. Sur le fond, je suis d'accord avec Alex, je pense que aujourd'hui on n'a pas peut-être qu'on n'a pas le choix, en l'occurrence, mais moi ce qui me gêne quand même, je pense que le président de la République, à 48 heures d'un scrutin, a tout intérêt à ne pas se surexposer et à rester dans une position de surplomb. Moi, je suis quand même choqué que le président de la République intervienne autant dans cette élection présidentielle. C'est pas son rôle, en l'occurrence. Le rôle du président de la République, c'est de fédérer, c'est de rassembler, en l'occurrence. Il a une tête de liste, il a un chef du gouvernement, qui est Monsieur Attal, qui est le chef de la majorité, qui peut mener ce combat, évidemment. Lui, en l'occurrence, il devrait rester, je veux dire, dans une forme de neutralité de bon aloi. Et après, il peut dire ce qu'il a à dire, mais il peut attendre que les résultats des élections, il peut attendre que le scrutin se soit déroulé. Il pouvait attendre une semaine. Là, clairement, quand même, l'occasion fait le larron, en l'occurrence. Il se saisit quand même de cet événement qui est la commémoration du 80e anniversaire pour faire passer des messages qui sont des messages bien plus que politiques, enfin qui sont des messages électoraux. En l'occurrence, il a cité personne, il n'a aucun de ses adversaires. Enfin, quand il parle de l'extrême droite, tout le monde a identifié quand même. Non, ça, je comprends pas très bien, parce que l'extrême droite française, enfin celle que je considère comme l'extrême droite, se défend d'être de l'extrême droite. Alors pourquoi ils se sentent visés quand le président Macron parle de l'extrême droite? Parce qu'ils savent très bien qu'il les désigne ainsi. Ce que j'aimerais souligner sur ce que justement ces propositions et la gravité de ça, d'abord pour répondre à Alex, bien sûr qu'il y a des éléments radicaux en Russie qui vont faire des campagnes d'affichage, des animateurs qui vont dire, etc. Mais regardez cela. Ça serait commettre la même erreur que de regarder certains élus israéliens qui disent qu'il faut raser complètement Gaza. Il y a toujours des éléments ultra radicaux qui sont là aussi pour parler à une certaine partie de la population. Et si on choisit de regarder ça, c'est pas forcément bon, parce que du côté, les Russes, ils regardent les mêmes éléments entre guillemets radicaux chez nous ici, qui disent qu'il faut assassiner Poutine, le virer, etc. Donc ce qu'il faut, c'est regarder la situation de façon froide. Moi, ce que je note, c'est qu'effectivement, quand on regarde le discours de réaction de Vladimir Poutine, c'est qu'il a dit en fait, vous êtes fous, à aucun moment donné on veut attaquer l'OTAN, et ce qu'on sait derrière, c'est quelles vont être les répercussions. C'est que la Russie, depuis des années, ils mènent justement des logiques de guerre hybride. Donc demain, bien entendu, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dire que les Français, justement, ils arment les Ukrainiens avec des armes qui peuvent toucher le sol russe, et donc il n'y aurait aucune raison que eux n'arment pas des pays qui veulent nous nuire. Et ça, on sait que ça peut arriver. Tout comme on sait que ça peut arriver que les Russes jouent un jeu ambigu parfois avec des factions terroristes, où ils vont se dire on est au courant, on va laisser passer telle chose, et il peut se produire un attentat terroriste en France. Je trouve qu'en fait, là-dessus, c'est une erreur. Et ce qui est une erreur aussi, c'est que de toute façon, c'est pas les Mirage 2000 qui vont changer le cours de la guerre. C'est-à-dire qu'on est en train de se ridiculiser. Ça, c'est vrai. Parce que si on montre qu'on fait les gros bras, qu'on va envoyer des armes, etc., et que de toute façon, on n'arrive pas à atteindre les buts de guerre que M. Zelensky dit aujourd'hui, ça veut dire récupérer la Crimée, etc. Ça n'est pas possible. Donc on va aller jusqu'où demain? Ça va être les Rafales, ça va être l'armée qu'on va aller là-bas. De toute façon, on sait que ça n'arrivera pas en plus, cet élément-là. Donc on va se retrouver uniquement ridiculisé. Et ça, c'est le problème sur notre capacité aussi, à un moment donné, d'être en capacité d'imposer une solution qui soit diplomatique. Et donc d'abord, c'est une solution de paix. Et ça, on ne l'aborde pas, parce que Macron, en permanence, c'est des changements de pied. Et moi, je souscris à ce que vous disiez. En plus, à quel moment on veut montrer qu'on est une démocratie face au pouvoir autoritaire comme la Russie, et envoyer des armes sans passer par le Parlement? Ce qui compte quand même, si vous voulez mettre vos valeurs en avant, c'est de les respecter. Alors après, on peut les questionner, on peut dire que la démocratie, c'est pas super, mais c'est la moindre des choses. Mais si vous y allez, il faut l'assumer, la démocratie, jusqu'au bout. C'est ça. Ouais, mais après, c'est la base. Alex. Simplement pour répondre à Eric, d'abord, c'est pas des éléments radicaux, ce sont des campagnes d'affichage officielles
dont je parle, qui sont diffusés à Moscou. Donc c'est pas comparable effectivement avec des extrémistes en Israël. Vous prenez cet exemple, c'est pas comparable à partir du moment où une personne qui tient un discours, ça le regarde à elle. Là, c'est une campagne d'affichage. Oui, mais il le fait pour parler au peuple russe. Le peuple russe veut pas nous attaquer. Une campagne d'affichage comme celle-là. Et d'autre part, c'est pas moi qui ai dit le soir de l'élection présidentielle, Vladimir Poutine, c'est fait moi à lui. On entend parler français, on entend parler anglais sur le front. On va rentrer en guerre avec eux. Qui parlent de menaces nucléaires. C'est pas moi qui le dis, c'est Vladimir Poutine aussi. Quand il est élu, c'est lui qui menace le monde avec la bombe nucléaire. Donc on peut laisser dire n'importe quoi, on peut avoir peur, se faire peur et ne pas réagir. Moi, j'estime que quand vous êtes président de la République française aujourd'hui, vous devez de réagir. Après, bien évidemment qu'il faut solliciter le Parlement, que on est une démocratie, donc bien évidemment qu'il faut aller demander l'avis aux parlementaires et aux députés de la nation. Par contre, on peut pas dire non plus que ça ne nous concerne pas. L'Ukraine, c'est à quoi ça 500, 800 km. On n'a pas dit que ça ne concernait pas. Non, mais sur le côté dérisoire, effectivement, de l'envoi et de la participation. Regardez, même les chars. Le vrai problème, on est aussi dans le symbole. On est aussi dans le symbole, évidemment pardon Arnaud, évidemment que c'est pas les mirages français qui vont changer sans doute le cours de la guerre et là-dessus qui d'ailleurs, petite parenthèse, est-ce qu'un jour tous les experts militaires qui se sont exprimés depuis un an au début de la guerre à longueur sur toutes les chaînes d'infos, etc., viendront un jour s'excuser d'avoir raconté que des bêtises et des âneries en disant que Poutine allait être défait dans les 6 mois. Je referme la parenthèse. Tout ça pour dire que je me permettrai absolument pas. Oui, je me permettrai absolument pas de faire un quelconque pronostic sur cette guerre parce que j'en ai absolument pas les compétences. En revanche, je pense qu'on est dans l'ordre du symbole, d'une part, et que c'est important aussi les symboles en politique, en diplomatie, et quand on défend certaines valeurs. Et deuxièmement, par rapport à ce qu'a dit Eric, pardon, mais on va pas faire de naïveté. L'ingérence russe, elle est déjà partout. On voit les campagnes de désinformation, on voit tous les cercueils qui ont été déposés l'autre jour, on voit les mains rouges, etc. On voit ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Donc ne faisons pas d'angélisme. On est aujourd'hui dans la légitime défense, on n'est pas dans la provocation avec la Russie. Sur la Nouvelle-Calédonie, on s'est aussi donné les bâtons pour se faire battre, en l'occurrence. Mais enfin, juste un point, la question qu'il faut se poser, c'est jusqu'où l'Occident est prêt à aller pour défendre l'Ukraine. Parce que c'est pas seulement une question qui, se pose à la France. Moi, quand même, ce que je constate, et c'est un constat quand on parlait de l'Afrique, c'est que le problème, c'est que l'Occident, sur la scène internationale, est assez isolé. En l'occurrence. On n'est pas suivi par le reste du monde, forcément. Et ça change considérablement la donne géopolitique. Si vous voulez, l'Occident n'a plus la même... Moi, je pense fondamentalement, ce qui change par rapport à la guerre froide, notamment, c'est que l'Occident n'a plus la même capacité d'attractivité qui était la sienne lorsqu'on était, en opposition frontale avec le bloc soviétique. Et ça, c'est une différence fondamentale qui doit quand même nous faire réfléchir. On a perdu de l'influence. Pourquoi on a perdu de l'influence ? Il faut se poser la question. Donc on est quand même dans un jeu qui est extrêmement complexe. On va marquer une petite pause. On va essayer de vous envoyer un petit peu de pub. Et à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Ça s'est passé sur Sud Radio. Nicolas Bavrez, est-ce qu'on vit dans des mondes parallèles entre des gens qui essayent de dire le réel et de dire les faits et des princes qui nous gouvernent qui font comme si de rien n'était? Vous savez, c'est Pierre Mendès France qui disait que les comptes en désordre sont la marque des nations qui s'abandonnent. La France aujourd'hui s'est abandonnée et donc il faudrait vraiment appeler un sursaut pour lequel on a les atouts, mais il manque que l'essentiel, c'est-à-dire la volonté. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio. Je disais pendant la publicité, on a appris il y a 1 heure que Vladimir Poutine allait envoyer des navires de guerre russes et un sous-marin à propulsion nucléaire à Cuba. On voit également les menaces qu'il a faites en disant qu'il frapperait, qu'il aiderait les ennemis de l'Occident à frapper l'Occident. On voit qu'il est aussi déterminé à répondre. Il y a une guerre Eric Temer. Mais regardez ce qu'il a dit sur Gaza, par exemple. C'est très intéressant. Sur Gaza, il a tenu, je crois, il y a 24 heures ou 48 heures, il a dit que ce qui se passait à Gaza était absolument intolérable. C'est-à-dire qu'il mobilise une partie du reste du monde autour de la Russie. Clairement. C'est pour ça qu'il faut voir que même pour mener cette guerre, j'ai envie de dire, en Israël, il faut avoir conscience que le conflit en Ukraine fragilise l'Occident.
et qu'il y a une différence, c'est que nous, peuple européen, on n'est pas prêt, justement, on n'a pas la même résilience. La Russie, d'une certaine façon, ça fait des années qu'ils sont en guerre avec depuis la Tchétchénie. Donc leur peuple, il est habitué à ça. Le peuple, en 2014, a reproché à Vladimir Poutine de ne pas avoir continué son offensive dans le Donbass, d'avoir finalement rendu certaines parties des oblasts. Faut quand même rappeler que Mariupol, il y a eu un souhait à l'époque aussi de se retirer. Et donc Vladimir Poutine, c'est pour ça que le problème, c'est que quand on individualise autour de lui, on pense qu'il est tout seul, alors qu'il est assez central au cœur de son pays. Il faut quand même noter que les différentes révoltes qu'il y avait eu de certaines franges de l'armée, c'était par les nationalistes. Ce n'était pas par justement un Navalny, qui Navalny, quand même, rappelons-le, était aussi nationaliste que Vladimir Poutine. Oui. Donc ça correspond, il y a une unicité, une uniformité là-dessus. Et pourquoi je dis ça? Parce que Pascal le soulignait tout à l'heure, il y a une incapacité de notre côté à voir les choses en face. Effectivement, il y a des experts militaires qui, pendant des mois, expliquaient que l'armée russe allait justement dépérir, que ceux qui expliquaient que c'était le contraire. Moi, je le sais, j'ai passé 8 mois sur le conflit, d'abord ukrainien puis côté russe, et donc je voyais des soldats russes qui étaient surmobilisés, qui critiquaient Poutine parce qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient pas assez d'armement pour justement taper en face, qui considéraient que les Ukrainiens en face c'était leurs frères, qu'ils les respectaient, etc. Voilà, et qui avaient la sensation justement d'aller sauver les Ukrainiens. Et en tant que journaliste, je passais la moitié de mon temps où on me demandait justement aller aider les Ukrainiens dans les caves, sortez-les de Mariupol, etc. Quand vous voyez ça, vous comprenez que non, il n'y aura pas de déconfiture. Quand vous voyez que dans ces différents oblasts, il y a une administration qui est mise en place, que des passeports sont distribués, etc., vous comprenez qu'ils ne sont pas prêts justement de lâcher ça. Et donc, ils se décrédibilisent, ces mêmes experts qui aujourd'hui disent ça va s'effondrer, il faut absolument envoyer des Mirage 2000, etc., qui commencent par s'excuser parce qu'il faut avoir un regard lucide. Et ce regard lucide, c'est bien sûr qu'on doit être capable de mener un rapport de force, mais le rapport de force, c'est pour qu'à la fin, justement, il y ait un moment pour négocier. Or, on constate que Zelensky aussi est en fragilité dans son propre pays, et donc lui n'est pas du tout poussé à avoir une logique de négociation. D'une certaine façon, Zelensky ressemble un petit peu à la situation qu'on a avec Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire des dirigeants qui, de toute façon, en période de guerre, sont renforcés, donc ils ne vont pas avoir le souhait, si à un moment donné il y a une ouverture, comme on l'a connu justement avant Boutcha en mars 2022, de la saisir. Ouais, après, peut-être que je me trompe, mais il me semble que Zelensky n'est normalement plus élu. Ah bah oui, mais ça pose aucun problème. Ouais. C'est utilisé par propagande russe pour dire vous avez vu, c'est du côté des démocraties, mais Zelensky n'a aucun problème de dire pas d'élection présidentielle. Voilà. Bien sûr que ça pose un souci. Donc ça déjà, ça va poser un problème dans les semaines et dans les mois qui viennent. Après, pour moi, il y a deux problèmes différents, Eric, dans ce que tu dis. C'est le premier, effectivement, et tu as raison, sur comme disait Pascal, sur les experts qui se sont plantés depuis 2 ans, depuis février 2022, et qui nous ont dit ça va aller vite, ça va vite rentrer dans l'ordre et tout. Je pense qu'on est sur une guerre très très longue. Voilà. Ça, c'est le premier point. Après, il y a aussi la position, et j'insiste là-dessus, la position de la France et de l'Europe dans ce conflit. Et c'est pas parce qu'il y a des élections européennes dimanche, même au contraire, qu'il ne faut pas en parler. On est obligé d'en parler. On est obligé de constater qu'il y a une guerre et qu'en face, tu as un chef de guerre qui est Vladimir Poutine et qui tient des propos quelquefois, mais je suis désolé, qui font froid dans le dos. Ouais. Et donc, vous pouvez pas reprocher au président de la République, aujourd'hui Emmanuel Macron, de vouloir se positionner au nom de la France, au nom de l'Europe, que ce soit un thème de campagne sur ces élections européennes. C'est obligatoire en vérité. Oui, mais il y a un aspect où en fait, si on voulait vraiment avoir une réflexion de fond, on se dirait quelle est la force justement de l'Europe. Or, on a une Europe fragilisée. Quel est l'argument qui marche le plus auprès du Sud global, de Poutine, etc. C'est de dire, c'est justement une Europe qui est décadente, c'est une Europe qui est en interrogation sur son identité, etc. Si on va chercher en permanence le recours au niveau de l'armement, alors que déjà, on n'est pas très bon là-dessus. Mais donc on fait quoi ? Donc on fait quoi ? Aujourd'hui, je pense par exemple qu'il faut réveiller les peuples, c'est-à-dire il faut avoir des peuples qui sont unis, parce qu'on voit qu'il y a un réveil justement des peuples qui veulent retrouver leur souveraineté, retrouver leur identité, c'est bien qui est une forme de cohérence. Non, mais c'est-à-dire que Macron est déconnecté avec d'autres dirigeants. Non, mais être unis. Mais il profite des faiblesses de notre continent européen qui à chaque fois n'assume pas ses racines, etc. On est quand même sur un réveil. Si on est sur un réveil des nations, des Indiens, des Chinois, des Africains, même des Américains, même Biden est plus nationaliste qu'un Emmanuel Macron. Donc nous, on se bat avec rien. On n'a aucune force parce qu'on le voit d'abord. La force, c'est la psychologie et la capacité de résilience. Les Russes, quand vous leur parlez, vous leur dites ils vont faire la guerre aux Français, etc. Ils rient parce qu'ils passent leur vie
envie à voir qu'en fait nos débats ici, c'est de savoir le sexe des gens, de savoir si justement vous avez. Mais bien sûr que ça compte ce genre de choses. Vous vous dites, de toute façon, en permanence, si t'interroges si un homme peut devenir une femme devenir un homme, l'éducation des enfants. Oui, mais on n'a pas l'air d'être une nation qui est forte. On n'est pas en guerre non plus. Enfin, a priori, on ne l'était pas. Juste non, mais en guerre civilisationnelle. En revanche, on est sur un conflit de modèles. Et le problème, c'est qu'il y a un modèle un peu qui est en train d'être imposé, qui ne correspond pas à la majorité de ce que les peuples européens veulent. Et c'est pour ça que le référendum est toujours systématiquement mis de côté. On peut s'interroger aussi sur la réaction de Vladimir Poutine. Hein. Il a dit ce matin, ce matin, disons que M. Macron démontre un soutien absolu au régime ukrainien et déclare que la République française est prête à participer directement au conflit militaire. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Enfin, puis c'est pas surprenant. Et puis mais ça fait très longtemps qu'il le dit. Il est dans la continuité. C'est pas l'envoi des mirages. Il le disait déjà. On a envoyé un drone ou voilà. Donc. Mais il met la pression sur les opinions publiques aussi. Parce que le problème, c'est que il y a une bataille, en profondeur. La bataille de l'arrière est tout aussi importante que la bataille du front, en l'occurrence. Alors que la seule chose sur laquelle il avait raison, en conformité avec ce qu'il pense, c'est qu'on n'est pas sur un problème de militairement. Quand vous regardez la situation là-bas, il manque pas de force spéciale, ça changerait rien. C'est ce qu'on aurait pu envoyer. Il manque d'hommes pour tenir les lignes. C'est un front qui est extrêmement grand. Et sauf que quand vous voyez ça, vous comprenez que soit les Européens, on envoie des hommes, soit on réalise qu'en fait les réserves d'hommes côté russe sont plus importantes que côté ukrainien. Et donc là, vous en concluez ce qui va se passer dans quelques années. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire renoncer, ça veut dire laisser faire Poutine. Comme le disait Arnaud quelques instants hors antenne, c'est un redoutable joueur d'échecs, comme le sont les Russes de toute façon, c'est culturel. Et aujourd'hui, il est suffisamment fort pour donner l'impression qu'il réagit à chaque fois qu'il répond. D'ailleurs, quelqu'un a dit à l'instant, Poutine a répondu non, il répond pas. En fait, il continue d'avancer ses pions et c'est nous qui répondons. Et à chaque fois, il donne l'impression que lui, il réagit à nos provocations, alors que c'est lui qui est sans cesse en provocation. L'envoi, ce que vous avez signalé tout à l'heure, l'envoi des sous-marins, etc. C'est une nouvelle provocation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut céder, il faut renoncer, il faut le laisser faire, parce qu'on sait bien que si on arrête de faire face, eh bien, on lui laisse les coups des franges pour continuer sa politique d'expansion. Et je suis pas sûr totalement, contrairement à ce que disait Eric, que l'ensemble du peuple russe soit autant derrière lui que ça. Faut quand même voir ce qu'il a fait là avec Shoigu, etc. Il est quand même aussi très malin sur sa gestion du Kremlin et de l'appareil d'État. Quand il sort Shoigu, mais sans le sortir complètement, en lui donnant un poste au Conseil de sécurité, etc. En attendant, c'est ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il tient aux apparences. Il a attendu pour virer Shoigu l'investiture. Il n'a pas attendu le lendemain de son élection. Il a attendu 10 jours. Il y a l'investiture. Il se drape des oripeaux justement de la démocratie, etc. Et donc, bien entendu, que du côté du peuple russe, en fait, ce genre de choses, ça compte. C'est pas uniquement on est contre un dictateur. Mais là où je vous rejoins, c'est que si aujourd'hui on abandonnait complètement, bien sûr ce qu'on se fait avoir. Mais dans toute chose, il y a un rapport de force, y compris les Américains qui sont des bourrins sur des choses. Ils savent se dire à un moment donné, on se retire de tel conflit, on négocie, ou sinon ça finit comme l'Afghanistan où ils n'ont pas su gérer le départ. Parlons des européennes, dernier jour de campagne aujourd'hui. Emmanuel Macron, donc hier, lors de son interview, a évoqué ces élections et sa cible, effectivement, on en parlait avec vous, Pascal, tout à l'heure, c'était le Rassemblement national. Il dit qu'il fallait faire front contre cette extrême droite. Il a dit la journaliste Anne-Sophie Lapix lui a posé la question, elle lui a dit, mais vous aviez dit que vous feriez baisser le Rassemblement national, et il a dit mais c'est ce que je suis en train de faire. Ah oui. Donc je sais pas si c'est la méthode. On verra dimanche. Oui, on verra dimanche. Donc c'est pas probant à première vue. On va voir ce que dit, et il a dit je ne crois pas les sondages en gros. Donc non mais il a raison il a au moins raison factuellement, c'est qu'il faut attendre. Oui, enfin là. On peut penser quand même que l'écart est tel que il y aura pas une inversion de l'ordre d'arrivée sur la ligne d'arrivée. Ça serait quand même une surprise. Là en effet, ça serait une catastrophe industrielle pour les instituts de sondage. Mais je pense pas en l'occurrence. Mais
Non, mais moi je pense que hier, en fait, son intervention, certes, il y avait la cible du Rassemblement national, c'était clair, mais en fait, son objectif, c'est finalement de colmater l'avarie et de faire en sorte que surtout Madame Hayet ne soit pas dépassée dans les derniers hectomètres par Monsieur Glucksmann. Donc il remobilise sur sa rhétorique favorite de la défense de l'Europe et de la dénonciation du populisme sa base électorale afin d'éviter justement une mauvaise surprise ce 9 juin, parce qu'il aura deux sujets à gérer dans ce cas-là. Il aura le sujet en effet de l'écart entre le Rassemblement national et la liste de Madame Hayet, parce que si le Rassemblement national est à 30, 32, 33, voire 34%, c'est quand même un des plus forts scores qu'un parti politique ait obtenu lors d'une élection européenne, si on fait abstraction de 1984, où le RPR et l'UDF, conduit par Madame Simone Veil, avaient fait plus de 40%. Donc ça serait le score le plus important qu'une formation politique, et elle toute seule obtient dans ce scrutin. Donc il aura quand même du mal à dire qu'il a fait reculer le Rassemblement national et le populisme en France. Et ensuite, en effet, s'il est derrière la liste Glucksmann, ça quand même entraînera des débats au sein de sa majorité. Et d'ailleurs, moi j'ai entendu du côté d'Horizon déjà un certain nombre de responsables d'Horizon dire il faudra quand même tirer les enseignements politiques des européennes. Donc ça va être un peu quand même un peu sportif. Éric Tegner, vous voyez... Moi, concernant hier, ce matin, j'ai fait un rapide interview de Jordan Bardella qui me disait en fait hier soir ce qu'il a fait nous sert, parce que il essaye de nous diaboliser, de dire avec le Rassemblement national en fait l'Europe sera bloquée, etc. Et il a dit, vu que le sujet du Rassemblement national c'est de mobiliser leur électorat, parce que c'est le sujet numéro 1, c'est un électorat qui en fait plus il va y avoir de mobilisation, plus leur score va monter. Et c'était l'aspect ahurissant dans ce que je trouve a dit Emmanuel Macron hier, où il a dit il faut absolument que les Français aillent voter, sinon ce seront les extrêmes qui vont gagner. Un peu comme si, de toute façon, le Rassemblement national pouvait gagner uniquement parce qu'il n'y a que les électeurs du Rassemblement national qui votent. Alors qu'on sait très bien en fait que ce sont eux qui votent le moins. C'est ce qui explique par exemple que les Républicains peuvent quand même s'en sortir, parce que eux ont un électorat qui va être plus mobilisé. Les retraités qui votent pour Emmanuel Macron, on sait que c'est la même chose. Donc je trouve qu'il y avait quelque chose d'ahurissant. Après, au-delà, au niveau du score, moi ce qui va être intéressant, c'est quels vont être les nouveaux clivages de demain. Il y a l'étude de la Fondapol de Dominique Régnier qui est intéressante, qui montre à quel point en fait aujourd'hui le clivage pro-Europe et anti-Europe en fait n'existe plus, parce que les partis aussi dits nationalistes se sont mis sur un créneau plutôt pro-européen. Il n'y a plus de souhait de Brexit, plus de souhait de sortir de l'euro, etc. Globalement, il y a un consensus, et c'est ce qui explique aussi que Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire la différence. Donc quel va être le clivage demain? Et moi, ce que je note aussi, à chaque fois, vous savez, on a en première priorité des Français sur des élections, notamment européennes, la question du pouvoir d'achat. La dernière fois, c'était après les Gilets jaunes. Là, récemment, c'est l'immigration qui est passée en 1. Donc quel va être l'impact de ce côté-là? Et ça peut aussi configurer, il va falloir regarder le score aussi de la France insoumise, etc. L'élection à venir, on voit que Jordan Bardella s'est positionné sur un créneau beaucoup plus identitaire, et on sait qu'ils sont quand même très malins du côté des Rassemblements nationaux pour sentir aussi les tendances. Donc c'est ça qui va compter, parce que quand on voit Horizon, vous en parliez tout à l'heure, le successeur d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il va être dans une logique uniquement nous on sait mieux gérer, alors que de toute façon la note de notre dette elle a été dépérie et que le coup du Mozart de la finance ça fonctionne plus? Est-ce qu'ils vont être capables de voir de sentir le pays? Et pour l'instant, je trouve qu'on n'a pas encore assez de prise de recul pour essayer de se dire, ok, quel va être le clivage dans 2 ou 3 ans, quel va être le sujet numéro 1, le thème. Je pense qu'à Mélenchon, il parie sur le thème, par exemple, identitaire et civilisationnel, et en cela, ils ont mené plus, notamment Rima Hassan, une campagne civilisationnelle qu'une campagne électorale. Ouais. Et ils n'ont pas tort, parce que faire 1 ou 2 points de plus, ça change rien. En revanche, préparer les foules, c'est important. Oui, non, mais Zemmour l'a fait aussi, mais je pense que Bardella, sa façon de tendre la main à l'électorat LR, à l'électorat Reconquête, d'assumer le côté un peu plus union des patriotes, etc., là-dessus monte et laisse présager justement ce qui peut se passer. Ouais. Alors Pascal, moi ce que je trouve intéressant, j'ouvre une parenthèse dans ce probable résultat annoncé de dimanche, c'est quand même la résurgence d'un PS qui était au fond du trou jusque là. Et je trouve ça intéressant, non pas parce que je suis spécialement un soutien du PS, mais parce que je pense que il est important dans notre pays que une force de gauche raisonnable et rationnelle existe. Et la différence entre le score de Glucksmann et le score de Aubry,
Aubry sera quand même très intéressant à analyser dimanche, parce que plus Glucksmann aura d'avance sur Aubry, plus on peut espérer que la gauche puisse se recomposer autour d'une position un peu social-démocrate. Mais si c'est du 14 ou du 13-9, ça règle aucun des problèmes de la gauche, parce que finalement, Madame Aubry aura fait un score qui sera supérieur à celui qui était le sien, de celui de 2019, et de toute façon, Jean-Luc Mélenchon pourra toujours exciper le fait que sa liste a bien résisté, même a progressé, et qui reste d'une certaine manière celui qui est le plus efficace pour représenter la gauche en 2027. Avec un autre fait majeur aussi, pour moi, qui faut que l'écart soit plus important. Qui va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est la probable déculottée de la liste des écolos. Ça fait quand même une trentaine d'années qu'ils sont à chaque fois représentés, sauf une parenthèse dans les années 90. Mais Glucksmann prend. Ça montre. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça montre qu'aujourd'hui, il y a certains thèmes qui peuvent être récupérés par tout le monde, et donc il y en a quand même qui s'effondrent. Et ensuite, cette campagne aujourd'hui, franchement, on n'a pas parlé d'écologie. Mais c'est donc c'est intéressant quand même comment d'un coup il y a une thématique qui peut être mise mais complètement sur le côté. On verra le résultat dimanche, parce que moi il y a un autre résultat qui m'intéresse encore plus, c'est l'abstention. Je suis curieux de savoir, c'était quand même un électeur sur deux qui n'avait pas été voté en 2019. Et on est sur les mêmes chiffres. Je crois qu'ils sont à plus 5,5 aujourd'hui. En termes d'estimation aujourd'hui, à l'heure où on parle, on est un peu plus haut que les estimations de 2019. Après il va faire beau, et on sait que ça peut. C'est le premier week-end où il va faire beau. Non mais ça peut jouer à un moment donné. Mais au-delà de ça, on verra le résultat dimanche. Mais je trouve que c'est une campagne ratée. Européenne, une campagne ratée, où il n'y a jamais eu autant de sujets qui étaient importants pour l'Europe. Quand vous voyez la Pologne qui nous parle de faire un rideau de fer, on en parlait il y a quelques minutes, mais de faire un rideau de fer pour se protéger de la Russie, quand vous voyez les crises agricoles en Europe, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en France, bien entendu, quand vous voyez cette représentativité européenne qui est mise à défaut, quand vous voyez, on en parlait aussi là il y a quelques secondes, sur la crise de légitimité de l'Europe, la défense de l'Europe, vous n'avez jamais eu autant de sujets, et on a l'impression qu'on a parlé de tout sauf de ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu Mais non, mais il y a rien. On a retenu Gaza, on a retenu les sciences politiques bloquées sur les européennes, on a retenu le fait qu'il fallait interdire une interview la semaine dernière du Premier ministre israélien. C'est ça la campagne européenne qu'on retient aujourd'hui, en 2024. Et donc j'ai l'impression, mais on verra dimanche, j'ai l'impression qu'on est passé complètement à côté de ce rendez-vous. Et c'est de la faute des politiques, c'est de la faute de peut-être nous des aussi des médias. C'est aussi de la faute d'un manque d'incarnation. Il n'y avait pas les fauves de la politique qui étaient dans ces débats-là. Globalement, les débats, moi je me suis ennuyé à mourir. Il y avait pas un Mélenchon. Du côté de Valérie Hayé, c'était plutôt une catastrophe. Et Jordan Bardella était plus sur une gestion. Parce qu'il y a un monde vent de fou, mais c'est pas pour autant qu'il faut justement décrédibiliser. C'est-à-dire que eux, de toute façon, ils ont une population qui vote et c'est mu par des véritables intérêts. Mais comme dit Alex, moi qui m'a plus surpris, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à parler des enjeux européens. En revanche, on va parler de Gaza. Mais pour moi, ça renvoie quand même, encore une fois, je sais que j'ai ma marotte, mais sur le fait que derrière, c'est une problématique identitaire aussi. Il y a un problème avec Emmanuel Macron, c'est que sur l'Europe, malgré tout, il avance aussi d'une certaine manière masqué. Parce qu'en fait, c'est un fédéraliste qui ne s'assume pas. C'est bien le problème. Moi, j'ai été frappé lors du deuxième discours. On peut être fédéraliste, après tout, je veux dire, ça fait partie... C'est légitime, en politique, on a le droit de l'être. Il y en a plus. Mais si vous voulez, quand lors du discours de la Sorbonne, le second discours de la Sorbonne, il y a un mois et demi, il dit oui, alors moi je suis favorable à la suppression définitive du vote à l'unanimité. C'est ce qu'il a dit. Il me dit mais c'est pas le sujet. On va pas en parler maintenant. Mais enfin, attendez, c'est le sujet, parce que je veux dire, c'est fondamental dans l'avenir que l'on donne, je veux dire, institutionnellement à l'Europe. Donc on voit bien qu'il n'avance pas. Si vous voulez, il veut pas paraître fédéraliste, parce qu'il sait très bien que là, il y a quand même une partie de l'opinion qui ne veut pas en entendre parler. Donc lui aussi, il est pas franc dans le jeu. Il met pas les cartes sur table véritablement, ce qui permettrait vraisemblablement là d'avoir un vrai débat. Quel est l'avenir institutionnel de l'Europe? Parce que c'est quand même la seule question qui va. De l'autre côté, les eurosceptiques sont moins anti-européens qu'avant. Mais là, vous avez raison, c'est qu'on n'est plus sur une élection européenne où à l'époque il y avait les Alain Lamassoure, etc. Qui était vraiment l'Europe fédéraliste. Oui, mais il disait les slogans. Il disait les choses clairement. Là, le débat a effectivement clairement été phagocyté par le sujet Gaza. Très clairement, on n'a pas parlé de grand chose d'autre. Dans ce qu'on a pu retenir, Pascal.
Oui, j'avais fait ce constat il y a quelques semaines quand on avait déjà parlé de ça. Effectivement, on est complètement passé à côté de l'enjeu et on continue. Enfin, je veux dire, c'est récurrent cette élection européenne, élection après élection en France est traitée soit à l'aune de sujets franco-français dont on persiste à ne pas vouloir comprendre qu'ils pourraient être gérés à l'échelle, et ils doivent, à mon avis, être gérés à l'échelle européenne, soit à l'aune effectivement de thématiques fratricides, communautaristes, de politique étrangère, comme effectivement ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et en Israël. Mais je pense qu'on a tous une responsabilité très très importante. Je ne sais pas comment résoudre ce problème parce que encore une fois, c'est vrai que les sujets européens, ça peut paraître rédhibitoire. Pardon, pas rédhibitoire. Ça peut paraître inintéressant, pas très sexy, etc. Alors que il serait vital de les rendre justement intéressants et de les rendre essentiels parce que notre avenir, il est forcément européen. On peut, enfin, quoi qu'on dise, notre ami Eric, notre avenir, il est européen. Je peux dire le contraire, mais après, il y a aussi un côté où je pense qu'il y a une multiplicité de thèmes qui jouent à la marge sur chacun. Je pense que le Rassemblement national, on est sur une dynamique qui est venue des émeutes de juin, puis du drame de Crépol, quand même, pendant 3 semaines, l'ensemble des médias en ont parlé. La Nouvelle-Calédonie, on sait que ça donne une impression de bazar qui peut renforcer justement une certaine aile. Du côté des Républicains, ils peuvent se retrouver à capter aussi un électorat chez Emmanuel Macron en raison des problèmes de budget. Donc c'est des petites choses aussi, je pense, cette campagne s'est jouée à quelques points pour chacun en fonction des thèmes. Glucksmann de l'Ukraine, justement la France insoumise de Gaza. Et c'est pour ça que je pense que quand on regarde les débats politico-médiatiques, on voit qu'en fait chaque camp est dans son créneau. Que limite la personne en face elle pose une question, l'autre répond complètement le contraire, parce qu'en fait il y a quand même au-delà des candidats, il y a des blocs qui sont institués, qui sont créés aujourd'hui, et de toute façon il y a des clivages qui sont irrésorbables. Ça je pense que faut le retenir, au-delà même des candidats, des têtes de liste, etc. Ça repose sur des idées, des logiques de catégories socio-professionnelles, etc. C'est un mouvement de fond qui date d'il y a longtemps. Vous pensez qu'il peut y avoir des surprises Il y a toujours une volatilité dans les élections européennes. Encore une fois, je rappelle souvent 2019, Bellamy, le vendredi soir, il est à 14, il se retrouve le dimanche à 8 et les Verts sont à 9 le vendredi soir et Jadot est à 14 ou 15. Donc ça peut bouger. Surtout qu'il y a quand même encore un taux d'incertitude qui reste important, notamment dans ces électorats-là. Vous voyez, dans ces électorats, dans l'électorat LR, dans l'électorat de Reconquête, dans l'électorat y compris de la France insoumise, y voire aussi dans l'électorat de monsieur Glucksmann. Donc il peut y avoir des phénomènes, je veux dire, de vases communicants. Mais je pense qu'encore une fois, là, sur l'ordre d'arrivée, en tout cas, il n'y aura pas de surprise. Alors après, est-ce que c'est au-dessus de 30 ? Est-ce que c'est au-dessous de 30 ? Voilà, mais voilà. Ça va dépendre de la participation aussi, en effet. Et la mobilisation, comme les experts météo sont encore moins bons que nos experts militaires. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent, mais ils peuvent... après, non, Météo France est supérieur. Il faut les défendre, là. Après, il y a aussi autre chose. C'est le sérieux de cette élection aussi. Je suis désolé, mais moi, j'ai été extrêmement choqué de voir certains clips de campagne. Déjà avec des propos, on en a parlé ici, Free Palestine, sur des propos complètement absurdes, et je comprends pas qu'on puisse diffuser un clip de campagne comme ça à la télé, mais même d'autres clips de campagne, quand vous voyez le clip de campagne de Dieudonné et Francis Lalanne, enfin, c'est surréaliste en vérité, c'est un sketch en vérité. Comment vous voulez qu'après les gens, pour certains qui vont aller voter et tout, puissent se sentir concernés et intéressés par des élections quand vous avez un mec qui vous montre son bracelet électronique au pied à la télévision dans un clip de campagne pour les élections européennes en France. Il y a quand même aussi, je suis désolé, mais quelque chose de complètement déconnecté avec la réalité. On a eu un débat très animé hier sur les petites listes, justement, où certains trouvaient rafraîchissant qu'il y ait 36 ou 39 listes, je ne sais plus. D'autres trouvaient que ça n'avait pas vraiment de sens. Surtout qu'on est protégé quand même. Vous regardez le système allemand. S'ils font les listes qui font 0,5%, ils gagnent des parlementaires et des députés. Nous, il faut faire 5%. Donc, les petites listes, elles sont aussi poussées par certains pour grappiller un demi-point par-ci, un demi-point par-là. Et 3% pour être remboursé. Et 3% pour être remboursé. Souvent l'oubli. Et c'est 4 millions d'euros de budget, donc c'est pas rien. Bon, donc vous trouvez qu'on aurait dû plus leur donner la parole ? Je
sais pas, enfin bon, en tout cas 38 listes, c'est beaucoup, c'est sûr. Et puis il y a des listes qui sont totalement farfelues, c'est vrai. Mais bon, après, le temps de parole, il est donné, j'allais dire, au prorata du poids électoral de chacun. Hein. Et surtout que ce sont les spécialistes pour dire nous, on est contre les grands médias, etc. Nous, on a le peuple des réseaux sociaux avec nous. Au final, quand ça vote, les réseaux sociaux ne font pas l'élection non plus. Non, absolument. Alors, on a appris ce matin que le COJO réclamait 30 millions de RAB pour les Jeux Olympiques, donc c'est toujours un peu plus. C'est la ville de Paris aussi. Ville de Paris qui donc comme dans toutes les villes, on va exploser. Je trouve ça optimiste. À mon avis, à ce qu'ils demandent aujourd'hui, pour que le rectificatif dans 6 mois, il soit pas trop gros. Oui, c'est une avance sur le rectificatif. Voilà, et à propos, c'est quand qu'elle se baigne dans la Seine 23 juin, non ? Parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, l'équipe de natation libre ne pourra pas s'entraîner lundi comme prévu à cause de la mauvaise qualité des eaux de la Seine. Parce que l'eau est très sale.